Nouvelle édition sur Eden TV, mesdames, messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Les responsables étudiants avec la participation effective des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont tenu ce matin à nouveau leur assemblée générale à la Bourse du Travail de Cotonou. La chancelière allemande Angela Merkel a entamé une visite diplomatique de 2 jours au Caire et à Tunis. Elle va y évoquer les questions de migration et coopération économique. Manifestation à Washington contre le ministre de la Justice, Jeff Sessions, ce jeudi. Il se récuse de toute enquête sur la campagne présidentielle de Donald Trump. Voilà présenté le sommaire. À nouveau, bonjour. Commençons ce journal par l'Assemblée générale des étudiants. Elle s'est déroulée ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou, une rencontre à laquelle ont participé les étudiants de l'UAC, Université d'Abomey-Calavi, des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Cette AG a porté sur la situation universitaire à l'UAC et intervient quelques jours après que des forces de l'ordre ont empêché ces mêmes étudiants de tenir une AG suivie d'une conférence de presse. C'était dans le quartier Zobadié à Abomey-Calavi. Il faut préciser que parmi ces étudiants, il y avait plusieurs responsables de syndicats estudiantins suspendus par le gouvernement béninois. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a entrepris depuis hier une tournée dans les arrondissements de la commune. Le maire Georges Bada, à la tête d'une délégation, s'est rendu dans les arrondissements d'Akasato, de Glodjigbe et de Zivier. Il s'agit pour l'autorité communale d'inaugurer des infrastructures et de procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'autres infrastructures. On fait le point avec Samson Oké et Damien Pedro. Voilà l'ambiance de gaieté et d'enthousiasme teintée d'un accueil chaleureux dans laquelle le maire Georges Bada a été reçu par ses populations. Accompagné d'une forte délégation de son conseil, la première autorité communale est allée à la rencontre de ses concitoyens pour plusieurs raisons. Inauguration de nouvelles infrastructures publiques, pose de la première pierre et réception de sites pour la construction de plusieurs modules de classe et l'annonce d'autres actions pour le bien-être des populations des 3 arrondissements parcourus par la délégation communale. Je suis arrivé ici aujourd'hui en ce qui concerne le conseil communal d'Abomey-Calavi pour inaugurer les 8 boutiques et 8 hangars qui ont été construits. Et je suis content d'entendre par vous-même que ces boutiques et ces hangars seront bien entretenus, seront bien gérés, seront très propres et pourront permettre, comme l'a dit à Sa Majesté, que celui qui amène 1 franc dans ce marché puisse retourner avec 5 francs. De l'arrondissement d'Akasato à celui de Zivier, en passant par l'arrondissement de Glodjigbe, l'exercice est le même. Vous ne franchirez plus 15 kilomètres pour aller à l'école. Vous resterez ici même à l'école. Et une fois que l'école est créée, je vous rassure que toutes les autres infrastructures également vont venir pour que réellement nous développions ce village. Pour les bénéficiaires de ces infrastructures, l'autorité communale, à travers ses actions de développement, se soucie de leur bien-être. C'est pourquoi, à travers la voix de leurs élus locaux, ils apprécient à leur juste valeur les actions du conseil communal et en expriment leur reconnaissance. Ils viennent donc de combler les attentes des femmes et hommes usagers de ce marché qui prient sans cesse pour qu'un jour les différentes intempéries auxquelles ils sont exposés commencent à connaître un début de solution. Aujourd'hui, c'est donc chose faite. Soyez-en remerciés. Je m'en voudrais de ne pas saluer ce grand homme qui nous écoute beaucoup à la commune d'Abomey-Calavi et qui essaie autant que faire se peut de solutionner les problèmes de nos arrondissements. Pour lui,
Il n'y a pas de grands arrondissements, il n'y a pas de petits arrondissements non plus. Il essaie de mettre tout le monde au même enseigne et il essaie de trancher en fonction donc des disponibilités budgétaires. Et c'est pour ça que je voudrais saluer son initiative. Cette tournée entreprise par le conseil communal d'Abomey-Calavi se poursuit dans d'autres localités de la commune, notamment dans l'arrondissement de Godomé, d'Abomey-Calavi, de Togba et de Wedo. Le vendredi 24 février 2017, les forces de sécurité et de défense ont démantelé le quartier de vente de faux médicaments d'Adjegoulé à Dantokba. C'était le début de l'opération Pangea 9. Près d'une semaine après cette opération, quel est l'avenir du système sanitaire au Bénin? La réponse, c'est dans ce reportage de Fréjus Serlan. L'opération Pangea 9, démarrée le vendredi 24 février dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, a abouti à la saisie d'environ 80 tonnes de médicaments contrefaits et à l'arrestation de plusieurs personnes. Cette opération a été menée au quartier général de faux médicaments d'Adjegoulé et dans d'autres marchés du pays. Elle vient inévitablement porter un grand coup au système d'approvisionnement de produits pharmaceutiques des citoyens les plus démunis qui sont en majorité habitués à ce marché. Pour les syndicalistes du secteur pharmaceutique, il urge désormais que les pouvoirs publics puissent prendre des mesures pour pallier les difficultés qui découleront de cette opération. Il s'agit entre autres d'un système d'assurance santé. Parce que les populations savent qu'elles auront des médicaments. Un médicament qui coûte 100 francs, elles peuvent l'avoir en payant 20 francs à la pharmacie et qu'une assurance supportera 80 francs restants. Personne ne s'amuserait à sortir du circuit illicite. Donc je crois que ça doit être la finalité. Il faut aussi que l'Assemblée nationale puisse jouer pleinement sa partition en ratifiant la Convention Médicrime qui criminalise le trafic des faux médicaments pour pouvoir mettre nos populations à l'abri des faux médicaments. Et c'est important. Et il faut que le pouvoir judiciaire puisse jouer également sa partition. Et aussi, on doit travailler à industrialiser. Il faut qu'on puisse avoir des industries qui fabriquent sur place. Ça permettra de contrôler ce que nous consommons. La question du coût élevé des médicaments dans les pharmacies ne serait qu'une illusion. Avec 100 francs, vous pouvez avoir du paracétamol dans une officine de pharmacie. Quand les gens vont dans les pharmacies, qui demandent des produits moins chers par rapport à ce qu'on a prescrit. Parce que la loi leur a permis aux pharmaciens de donner aux clients qui viennent le voir un médicament de substitution de qualité égale, moins cher que le médicament princesse qu'on leur aurait prescrit s'il n'a pas les moyens. Comme ça, tout le monde peut trouver son compte. Quant à la problématique de l'indisponibilité des pharmacies dans les zones reculées, il n'y a pas matière à polémiquer selon les pharmaciens. En plus des pharmacies, il y a des dépôts pharmaceutiques qui appuient également sur les dépôts pharmaceutiques sont dans les villages. Vous n'irez dans aucun coin, je vous défie, aucun coin du Bénin ici où vous ne trouverez pas de dépôts pharmaceutiques. Et puis vous n'avez pas un coin au Bénin ici, vous n'avez pas un centre de santé. À l'intérieur des centres de santé, vous avez une petite pharmacie forcément où il y a des médicaments. On travaille actuellement, il y a plus d'une quarantaine d'autorisations qui attendent. Il y a plus de 200 jeunes pharmaciens qui attendent d'être autorisés. Le drame de la vente des faux médicaments peut-il réellement prendre fin avec la complicité de certains pharmaciens souvent dénoncés par l'opinion publique? Oui, répondent les professionnels, car la prise de conscience et l'assainissement interne seraient effectives. Nous savons qu'il y a des pharmacies qui livrent ce marché, donc qui sont complices d'exercice illégal de la profession des pharmaciens. Mais en son temps, nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avions dénoncé des confrères. Nous avions même fait des marches pour dénoncer en face des médias. On a été contrés par la police qui n'avait pas compris ce que nous faisions à l'époque. Donc nous avions dénoncé, nous avons déjà commencé l'assainissement en nos seins. Parce que quand des confrères prennent le risque de se dénoncer, vous comprenez que nous ne sommes plus dans l'amusement. Mais les autorités ne nous ont pas suivis. Le gouvernement de Dr Yaïbou ne nous a pas suivis. Le ministre Akor Kendegada ne nous a pas suivis non plus. Parce qu'on lui a montré toutes les preuves de cette dérive, mais rien n'a été fait. Pour ces pharmaciens, une lutte dynamique et sincère contre les faux médicaments doit constituer désormais à la traque des fournisseurs et à l'arrestation des pharmaciens indélicats. Intéressons-nous à présent au ressenti des citoyens en ce qui concerne la stratégie utilisée par le gouvernement pour mettre fin à ce réseau de commercialisation des faux médicaments. Un reportage de Maury Arnaud Agua.
Ce vendredi 24 février a débuté l'opération Pangea 9 de lutte contre les faux médicaments. Les marchés où se commercialisent des 10 médicaments sur le territoire national ont été pris d'assaut par les forces de sécurité publique. Arrestation des vendeurs et saisie des médicaments. Cette nouvelle stratégie de lutte contre les faux médicaments est diversement appréciée par les citoyens. Nous devons reconnaître qu'il faut commencer un jour. Il faut commencer un jour et essayer d'éliminer, parce que c'est un fléau, d'éliminer ce fléau qu'est la vente illicite, la vente de produits illicites. Quand une activité qui a commencé depuis des décennies, pour en mettre fin, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Il faut aller méthodiquement. Et je pense que toute brimade ou toute action militaire doit être repensée. Parce que ces citoyens et ces citoyennes sont aussi béninois et doivent bénéficier des traitements de nature à ce que leur personne, leur intégrité ne soit entachée. C'est normal qu'on ne peut pas laisser les choses ainsi, mais il faut essayer de revoir les choses parce que les gens qui se sont installés ainsi, le gouvernement est là, non? Le gouvernement a créé, on entend, moi j'ai commencé à entendre le nom de Adjegounlé et tout ça là maintenant. Mais c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans. Ça fait vraiment longtemps. Mais ils les ont laissés poursuivre dans ces activités-là. Mais non, il faut revoir les façons de faire. Il y a des sociologues, il y a les politologues qui sont là, qui peuvent réfléchir sur la méthode à adopter efficacement pour que on puisse vraiment cesser ces genres d'activités et dans le même temps ne pas brimer les gens, ne pas agir sur les gens de cette façon, ne pas quand même les ruiner de cette façon, non. Je crois que c'est des méthodes à réfléchir. Pour ces citoyens, au-delà de cette phase répressive, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut aujourd'hui corser la sécurité sur nos ports, nos aéroports et nos frontières pour que tout ce qui est produit interdit à la vente sur le territoire national, que leur accès aussi soit formellement interdit. Et je pense que si ces bonnes dames n'ont pas un marché sur lequel ils vont se procurer le produit pour venir revendre, je pense qu'il n'y aura pas ce commerce-là. Et c'est aussi clair que ça. Je ne dis pas le gouvernement de talent. Les différents gouvernements qui sont succédés à l'état de au sommet de notre État sont tous complices. Il faut vraiment qu'ils mettent l'accent sur les médicaments génériques et qu'ils aillent créer également les pharmacies au fin fond de nos agglomérations. Dans les villages et autres, il faut que les pharmacies soient créées un peu partout. Si pour les citoyens, la lutte contre les faux médicaments est nécessaire, il va falloir revoir la méthode de cette lutte et penser aux conséquences sociales. En interactualité, Bakri Hassan Saleh est le premier ministre nommé par le président soudanais Omar El-Béchir. Une première depuis qu'il avait supprimé cette fonction lors du coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1989. La désignation de Bakri Hassan Saleh a été entérinée par le bureau exécutif du parti du Congrès national du chef de l'État. Suivez ici la déclaration des 2 personnalités politiques. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure en nommant Bakri Hassan Saleh comme Premier ministre. Je remercie et apprécie le président Bachir de me faire confiance. Le prochain gouvernement tiendra compte des résultats du dialogue national. L'objectif principal est d'améliorer la vie des personnes et d'assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité du peuple soudanais. Direction l'Égypte, la chancelière allemande Angela Merkel a entamé jeudi au Caire une tournée de 2 jours en Égypte et en Tunisie pour parler de l'afflux de migrants par la Méditerranée, mais aussi de la Libye et de la coopération économique. Reportage Aristide Setti. La chancelière allemande Angela Merkel est en visite au Caire puis à Tunis pour la coopération économique, la recherche d'opportunités pour les compagnies allemandes basées en Égypte. Sa tournée devrait lui servir également à voir comment l'économie allemande peut aider à créer des emplois et des possibilités de formation pour les jeunes égyptiens.
Notre premier objectif est de contrôler et de prendre des mesures pour empêcher le flux de migrants à travers l'Égypte, comme un pays de passage ou à travers ses frontières. Nous commençons à y travailler en coopération avec l'Allemagne. La Libye, plongée dans le chaos depuis 2011 et tête de pont des pays dont les migrants tentent de rejoindre l'Europe, sera au cœur des discussions que la chancelière aura avec les présidents Sisi et Essessi de l'Égypte et de la Tunisie. J'ai encore une fois répété que pour moi, l'état de droit et la diversité d'une société civile sont très importants pour le développement d'un pays. La fermeture des routes migratoires en Afrique, notamment en Libye, dont les frontières échappent à tout contrôle, devrait en particulier être étudiée. La menace terroriste est malheureusement réelle en Égypte, mais aussi en Allemagne. C'est une menace internationale. Mais malgré tout ça, je crois que nous devons toujours veiller à la diversité au sein de la société civile, car c'est aussi une forme de résistance à la menace terroriste. Selon les chiffres du gouvernement italien, quelques 13 400 arrivées ont été recensées en janvier et février, soit une hausse de 50 à 70% par rapport aux 2 premiers mois de 2015 et 2016. Aber es sind natürlich auch Wege für Schmuggler und Schlepper, die illegale Migration befördern nach Libyen. Il y a aussi naturellement les trajets des passeurs qui encouragent les migrations illégales vers la Libye. Sur ce sujet, nous avons un intérêt commun à y faire barrage. C'est pour cela que nous allons continuer. À Tunis, dans un discours devant le Parlement, Mme Merkel compte évoquer les progrès en la matière, tout en soulignant que ces avancées doivent se muer en exercice vivant de la démocratie. Restons en Égypte et parlons culture. Dans une salle décorée de fresques enfantines, 9 fillettes égyptiennes avancent sur la pointe des pieds. Dans la région conservatrice de Meïa, au sud du Caire, on fait fi des tabous pour apprendre le ballet. Reportage. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles. Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons. Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre.
Hors du continent, alors que le garde des Sceaux vient d'annoncer la construction de 21 nouveaux centres pénitentiaires en France, à Mont-de-Marsan, dans les Landes, on teste depuis 2 ans une nouvelle forme de détention. Ce dispositif, initié en Espagne et baptisé Respect, repose sur une plus grande autonomie des détenus, conditionnée à un code de bonne conduite et au volontariat tant pour les prisonniers que pour les surveillants. L'objectif majeur est de diminuer la violence dans le milieu pénitentiaire. 2 ans plus tard, les résultats sont très promoteurs. Reportage. Des portes ouvertes, des détenus qui circulent librement. Certains nettoient leurs cellules avec minutie, des scènes peu habituelles en prison. Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan est un établissement pilote en France. Depuis 2 ans, il teste le module Respect. Le détenu volontaire doit suivre un ensemble de règles strictes. En contrepartie, il bénéficie d'une plus grande autonomie. Ici, au moins, j'ai l'impression qu'on est plus humanisé. On n'est pas enfermé quasiment H24 en cellule, ça fait moins chenil. Une meilleure détention, une meilleure liberté. On est autonome au niveau de notre personnalité, comme si on était dans le civil. Les règles sont simples mais draconiennes. Se lever à 7 heures, avoir une bonne hygiène et participer à 25 heures d'activité tout en respectant co-détenus et surveillants. Au moindre écart, comme la possession d'un téléphone portable par exemple, une commission peut décider l'exclusion du programme. Une rigueur qui semble fonctionner. Au sein de la prison, la différence saute aux yeux entre le bâtiment classique et le bâtiment Respect. Aucun détritus ne jonche le sol. Plus surprenant même, une odeur de crêpes flotte dans les couloirs. Des détenus cuisinent pour les plus démunis. Ça change la responsabilisation des personnes détenues, en fait. Elles deviennent actrices de leur détention et la subissent moins. Si une personne détenue a des dons particuliers dans un domaine spécifique, elle va faire partager cette activité à d'autres personnes détenues, par exemple. C'est le cas notamment de Christophe. Il dispense depuis quelque temps des cours d'arts martiaux à ses co-détenus. Une initiative saluée par la commission de discipline. On tenait à vous féliciter parce que c'est quand même rare que des détenus s'impliquent autant et puissent nous fournir des activités de leur propre initiative. L'enfermement classique, ce quadragénaire l'a vécu il y a longtemps et pour rien au monde, il ne voudrait y retourner. Le rapport avec les autres est moins conflictuel, il y a beaucoup moins d'agressivité. L'incarcération que je vivais il y a 20 ans, même en étant gentil, en étant bien, on avait quand même des problèmes avec les autres détenus qui venaient vous chercher des noises ou vous voler ce qu'ils pouvaient. Initié en Espagne dès 2001, le module Respect a pour but d'enrayer la violence qui gangrène les prisons. Et depuis 2 ans, de l'avis des surveillants, c'est une réussite. On est passé d'un système classique où il y avait effectivement des violences en détention, qu'elles soient physiques ou verbales, à aujourd'hui pratiquement aucune violence. Les détenus gèrent eux-mêmes leurs conflits en présence du personnel. Des contrôles de cellules ont encore lieu de manière inopinée, mais les surveillants ne viennent plus la boule au ventre au travail. Leur rôle est devenu plus gratifiant. Là, c'est vraiment le côté d'accompagnement du détenu pour la sortie et pour éviter de la récidive. Là, c'est un travail complètement différent où on axe vraiment plus sur le social, sur le contact humain qu'auparavant. Aujourd'hui, 5 centres pénitentiaires en France ont adopté ce module et d'autres devraient rapidement voir le jour. En plus de diminuer la violence, ce dispositif aurait également des effets positifs sur la réinsertion. Même si aucune statistique n'existe en France de mémoire de surveillants, ici, seuls 2 détenus ayant suivi le module Respect auraient récidivé depuis 2 ans. Plus de 100 journalistes derrière les barreaux, 170 organes de presse fermés depuis le coup d'État qui a visé le président Erdogan en juillet dernier. La purge n'a pas épargné la presse turque. Résultat, les médias traditionnels ne prennent plus de risques et pour avoir une information pluraliste en Turquie, la nouvelle liberté, c'est Internet. Reportage. Istanbul, au procès d'un journaliste accusé de terrorisme. Quelques caméras traditionnelles, souvent des médias étrangers, et puis, dans les mains, des téléphones qui filment en direct. Être journaliste aujourd'hui en Turquie, c'est un vrai défi. Plus de 100 d'entre eux ont été arrêtés depuis la tentative de coup d'État de juillet dernier. Alors, pour pouvoir informer, il reste l'espace de liberté qu'offre Internet. Zubeide travaille pour le site de Can Dündar, journaliste d'opposition en exil.
On informe en faisant des lives sur Periscope. C'est presque impossible aujourd'hui de voir certaines informations dans les médias principaux en Turquie. Alors on informe avec notre téléphone en main et Periscope. Selon l'Association des journalistes de Turquie, 170 organes de presse ont été fermés et près de 800 cartes de presse annulées depuis l'été dernier. À Diyarbakır, province à majorité kurde, la purge s'est fait sentir encore plus fort qu'ailleurs. Mais pas question de baisser les bras. Dans l'adversité, de nouveaux médias naissent, comme cette télévision qui diffuse sur Internet. Avec cette plateforme, on essaye de donner de l'air et de l'espace aux organes de presse qui n'existent presque plus dans la région. C'est une plateforme qui permet aux journalistes qui ont été privés de leur emploi de se retrouver. L'objectif, financer le fonctionnement de la rédaction grâce à la publicité. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de bénévolat et de passion. La Turquie a besoin du journalisme avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Les personnes qui se rassemblent ici viennent malgré des conditions précaires. Je peux vous expliquer cela de cette manière. Nous préparons ici nos propres repas et nous faisons le ménage nous-mêmes. Cette année, la Turquie pointe à la 151e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, juste derrière le Tadjikistan. À Washington, contre le ministre de la Justice, Jeff Sessions, elle s'est déroulée jeudi devant le ministère de la Justice à Washington, alors que ce dernier est accusé d'avoir menti sur des contacts avec l'ambassadeur russe à Washington. Plus tard, dans la journée d'hier, le ministre américain de la Justice a annoncé qu'il s'excluait du suivi de toute enquête sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Certains manifestants s'expliquaient. Les faits sont clairs. L'homme a menti. Tout le monde a vu les enregistrements et la conclusion, c'est qu'il doit partir. Je pense qu'il doit démissionner. Mentir sous serment dans le but d'obtenir l'un des postes les plus prestigieux de notre pays et passer au-dessus des lois, c'est assez pathétique. Quand il ment sous serment, cela montre bien qu'il estime être au-dessus des lois et intouchable. Mais ce n'est pas possible, vous voyez, et Trump doit faire passer le message, s'il veut vraiment faire les choses, de renvoyer le ministre de la Justice qui doit avant toute chose se récuser puis démissionner. Il y a 2 semaines, nous demandions à Jeff Sessions de se récuser de toute enquête et maintenant, on se rend compte qu'il est au cœur de ces mêmes enquêtes. Ce que les Américains ont clairement exprimé, c'est qu'aujourd'hui, il est inacceptable pour nous de continuer avec ces mensonges, cette confusion et ces tromperies provenant en permanence de ce gouvernement. Et ça n'est pas seulement à propos d'une personne, ce n'est pas à propos de Jeff Sessions ou de Michael Flynn. Cela concerne ce gouvernement. Fin de cette édition. Vous pouvez suivre nos informations sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet bar-bene-cdn.tv. Bonne journée à vous.